Il y a plein de gens qui aiment pas être seuls, qui aiment bien avoir une vie sociale ou familiale convenable. Ce qui n'est pas le cas des gens dont on va parler aujourd'hui, qui ont tellement peur d'être seuls, qui piquent des grosses crises, sont complètement instables et s'enfoncent tranquillement vers la dépression et le suicide. Et ça, je crois que ça pue sacrément la merde. Bon, aujourd'hui on va parler des borderlines. C'est un type de trouble de la personnalité. Et je te propose deux façons d'aborder le sujet. La première, c'est que tu te contentes de regarder la vidéo de 10 minutes et tu auras tout compris de deux dans ta vie. Le deuxième, c'est que tu vas voir les vidéos sur le trouble de la personnalité et sur l'attachement. Et ensuite, tu essaies de deviner ce qu'on va dire dans cette vidéo. Et si tu n'apprends rien du tout avec cette vidéo sur les borderlines, ça veut dire que tu auras bien compris les 4 vidéos précédentes et que en fait tu es quelqu'un de génial. Mais ça, fais-le que si t'aimes les énigmes et que t'as du temps à perdre. Alors on va commencer par définir ce que c'est un borderline. Donc comme j'ai dit, c'est un trouble de la personnalité. C'est pas un problème qui apparaît une fois que t'es arrivé dans la vie adulte, mais qui commence à se construire quand tu commences à construire ta personnalité. Si on résume un borderline, on pourrait parler de personnes instables dans leurs émotions, avec des sautes d'humeur fréquentes. Ils vont rester heureux quelques heures, puis basculer dans les angoisses ou la colère dans les heures qui suivent. Il y a une instabilité aussi dans les relations sociales, due notamment au changement d'humeur, mais aussi par le fait qu'ils idéalisent ou dévalorisent excessivement les gens qu'ils fréquentent. Il y a une instabilité aussi dans leur mode de vie, où ils changent brusquement de carrière, de valeurs ou d'objectifs. Bref, ni eux ni leurs proches ne savent trop sur quel pied danser. Et comme ils partent dans les émotions négatives, ça peut être excessivement désagréable pour eux et tout le monde autour. L'autre point marquant chez les borderline, c'est leur énorme sensibilité à la solitude et les efforts énormes qu'ils vont faire pour éviter d'être abandonnés. Un borderline, c'est donc une personne instable qui a énormément peur de se retrouver seule. Et là où on a un gros problème, c'est que la peur de l'abandon des borderline est tellement forte qu'ils en ont peur, même quand il n'y a aucun risque qu'ils soient abandonnés. Ils vont même jusqu'à imaginer des abandons qui n'arriveront pas, ce qui soit les fout au 36e dessous, soit leur fait péter un câble pour rien. On prend par exemple une borderline avec son conjoint. Elle pourrait être heureuse en profitant de sa présence, mais au moindre signe bizarre, comme par exemple son mec qui répond à une meuf sur Facebook, son cerveau va se mettre en mode « on m'abandonne », ce qui va lui faire péter une crise, elle va gueuler sur son conjoint, que c'est horrible, qu'il a pas dragué sur Facebook, qu'il la trompe et patati et patata. Donc même une situation banale peut finir en grosse crise très désagréable pour les deux personnes. Première question importante, pourquoi cette personne elle est comme ça ? Bon, on va te prendre tout petit. Ton cerveau il va être partagé entre deux systèmes. Un système qui va te faire t'accrocher aux gens qui répondent à tes besoins de nourriture, de sécurité, de jeu, d'attention. Et un système qui va te faire explorer le monde tranquille. Et les deux sont interdépendants. Si tu sais que les gens ils sont là pour toi pour t'aider, tu vas explorer seul le monde plus facilement. Bah oui, parce que tu sais qu'au pire, s'il y a un problème dans le monde, tu peux toujours trouver quelqu'un pour t'aider. Et la façon dont ces systèmes s'organisent quand t'es enfant vont construire ta personnalité. Si par exemple tes parents te laissent pas explorer seul, t'as plus de chances d'être anxieux quand tu seras seul. Si t'es un explorateur plutôt opposant, tu vas envoyer péter les règles qu'on te donne. Bref, si les borderline ils ont cette personnalité, c'est que certaines choses particulières se sont passées dans cette relation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau il vérifie constamment la disponibilité de ta base d'exploration, c'est-à-dire des gens à qui t'es attaché. Et quand il sent que cette base, elle est pas fiable et qu'elle risque de partir en vrille, il va se mettre à réagir. Et on note en général 3 réactions chez les enfants. On a ceux qui vont jouer les détachés, c'est-à-dire que comme la base est pas fiable, ils vont plus lui faire confiance et couper les ponts. On a les désorganisés qui vont être complètement paumés, qu'ils soient seuls ou avec leur base, ils sont pas où ils sont. Et enfin, on a les ambivalents qui, devant cette situation, vont être instables, en alternant entre je rejette la base et je m'y accroche comme une moule. On remarque aussi que ces petits enfants ambivalents, quand ils sont loin de leur base, ils pleurent énormément et ils supportent pas d'être séparés de cette base. En gros, les borderline, c'est des enfants ambivalents qui ont construit leur personnalité autour de cette insécurité, du fait qu'ils n'étaient pas sûrs que les gens à qui ils sont attachés vont rester là pour eux. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça ambivalent, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs proches, mais ils ne peuvent pas se passer de leur crier dessus parce qu'ils ont peur que les proches se barrent. En général, on observe dans le passé des borderline des bases déjà ambivalentes,
comme des parents changeant fréquemment de comportement, ou des parents souvent absents à cause de dépression chronique, ou le pire du pire qui est fréquemment associé au borderline, c'est l'abandon de l'un ou de plusieurs des personnes à qui ils ont été attachés. La question ultime va être de savoir pourquoi cette personne qui a à la limite une enfance instable continue à être instable par la suite alors que son petit mari l'aime de tout son cœur, ou sa femme, parce que les borderline, il y a aussi des mecs borderline. Premier problème, c'est que son insécurité s'étant développée tout le long de la construction de sa personnalité, ça s'est ancré dans le borderline, et que du coup, il va être amené à voir le monde en fonction de ce problème d'abandon. Comme si le cerveau était obsédé par ça. Le borderline, il va donc ramener des événements anodins à cette problématique sans pouvoir se raisonner. Comme par exemple en interprétant un retard de 10 minutes de quelqu'un comme un signe d'abandon. Et cette hypersensibilité, on la remarque même dans les études sur le cerveau. Ils ont fait une expérience par exemple où ils montraient à des gens borderline et à des gens normaux des images d'attachement, comme des gens qui se tiennent la main. Ces images, elles ont tendance à activer chez nous le système responsable des émotions, de la peur, de la survie. On a remarqué que celui des borderline était aussi sensible que celui des personnes normales. Le problème étant que chez la personne normale, il y a d'autres parties du cerveau plus raisonnées et plus frontales qui permettent de réguler cette partie qui a peur. Et chez le borderline, cette partie fonctionne pas correctement et fait pas son boulot correctement. Donc en gros, on pourrait dire que les borderline sont aussi sensibles que nous à ces problématiques d'abandon. Par contre, la partie du cerveau qui est censée les raisonner fonctionne pas correctement. Donc une personne normale peut très bien avoir cette idée, tiens, il va me quitter, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, sauf qu'on arrive à se calmer et à évacuer l'idée très rapidement. Les borderline ne peuvent pas et y croient fortement. Dans les cas de maltraitance et de négligence, on voit que c'est ces circuits qui nous régulent qui n'arrivent pas à se construire correctement au cours de notre enfance. Donc ce qui empêche finalement un borderline de se soigner et de se rendre compte que les gens vont pas l'abandonner, donc c'est que d'une part il interprète le monde de manière complètement biaisée, et c'est que d'autre part, même son cerveau n'est pas capable de se réguler correctement face à ses peurs. Et t'as le pire qui va arriver pour le borderline, et ça c'est vraiment le cercle de la mort qui tue et qui va le défoncer tout le long de sa vie. C'est le point suivant. On résume. Il a ancré dans sa personnalité son incapacité à vivre seul. L'idée que les gens vont le laisser tomber. Du coup, il a une vision biaisée du monde qu'il n'arrive pas à remettre en question et qui lui pourrit la vie parce que ça le fout hyper mal. Du coup, comme il est insécure, il réagit avec beaucoup d'instabilité et de crise, ce qui fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens autour de lui, ils en ont ras-le-bol, et ils le laissent tomber. Ce qui lui confirme au final qu'il est seul et qu'on l'abandonne. Après 20 ans passés comme ça, tu comprends que la personne, elle en arrive au suicide. Parce que elle croit qu'on l'abandonne, et le monde lui dit, ben ouais, on t'abandonne. Et donc il arrive que des borderline ont la chance de tomber sur des gens qui vont les sortir de ce cercle et qui vont trouver les bons mots pour pouvoir la sécuriser, sauf que c'est très rare, tellement en personne est enfermé dans une vision du monde particulière. Donc vu que dans ces vidéos on n'essaie pas juste de compter sur la chance pour que les gens guérissent, on va voir ce qu'on peut essayer de faire pour un borderline. On va donc reprendre ce schéma et on va voir ce qu'on peut faire pour l'aider. On pourrait alors empêcher que la personne elle pique des crises. C'est d'ailleurs ce que demande le borderline et ses proches en premier parce qu'ils voudraient juste éliminer les crises. Le problème c'est que tu règles pas la souffrance initiale et du coup le borderline il va peut-être pas piquer des crises mais il va quand même s'isoler et chialer dans son coin pendant des heures et ça va être aussi chiant pour les proches et pour lui et qu'il y ait de crise ou pas, ça va finir mal. Vu que la vision du monde est biaisée et qu'on a des techniques pour la rendre plus réaliste, on pourrait les utiliser et empêcher que le borderline déconne en pensant qu'on va l'abandonner. Ce qui serait effectivement très bien. Le problème étant que le borderline est si impulsif que ça part très vite dans les tours et qu'on n'a pas beaucoup de latence pour le faire agir au niveau intellectuel et pour le faire redescendre de son trip. Il reste donc la possibilité de jouer sur la personnalité des borderline directement et sur l'impulsivité des émotions et c'est effectivement la solution qu'on privilégie car les borderline ayant un défaut dans un système d'attachement qui est en place bien avant que notre conscience soit mise en place, il vaut mieux passer par des moyens moins intellectuels dans la thérapie. Le but, ça va être alors de diminuer la sensibilité de la partie de la peur pour monter moins haut, moins vite et regagner le contrôle sur les crises. Alors il y a plein de techniques, mais fréquemment ce qu'on utilise, c'est des techniques d'imagination.
Par exemple, il y a des borderline, ils se sentent deux en eux. Une personne qui pique les crises et la personne raisonnée. Et bien ça peut arriver qu'on imagine des dialogues entre cette partie, la partie insécurisée qui ressemble à un petit enfant de 5 ans qui a peur, et la partie adulte sain qui est très raisonnée. Au départ, tu as le thérapeute qui peut jouer la partie adulte équilibrée parce que ça peut être très difficile pour le patient qui a jamais trop vécu comme ça. Mais au bout d'un moment, il arrive de plus en plus à se projeter en tant que personne raisonnée. Il prend le coup, il peut arriver à créer ses propres dialogues entre lui-même et lui-même quand il commence à partir en vrille. Il y a aussi des techniques où on replonge les personnes dans les souvenirs ayant créé de l'insécurité. On fait relater par exemple à une patiente les fois où elle chialait dans le bus parce que tout le monde l'a laissé se débrouiller toute seule et qu'elle n'en pouvait plus. Puis on imagine des scénarios alternatifs où elle aurait été accompagnée par exemple par ses grands-parents, ou même sa version grande d'elle-même, qui aiderait sa version petite. Donc on réactive toute la détresse qui a créé l'insécurité, mais on apprend au cerveau à se calmer par lui-même, en imaginant la présence d'un proche. Alors comme ça a l'air tout bête et ça a l'air facile, mais en fait ça l'est absolument pas. Parce que d'une part, le borderline, il a flingué tellement de relations dans sa vie, où il est en train d'en flinguer, donc il y a des situations urgentes à gérer pour pas qu'il pourrisse sa vie encore plus. En plus, t'as une vision du monde tellement biaisée de la réalité des fois, qu'il y a tout un travail à faire pour rendre la thérapie efficace. Comme par exemple dans le cas d'un borderline tellement contrôlant, qui rejette toujours la faute sur les autres dès qu'il crise. Par exemple en disant à sa femme « Oui, mais c'est ta faute », t'as parlé à un autre homme, et tu vois bien que dans ce cas, ça va prendre des semaines pour lui faire comprendre qu'en fait, c'est pas la faute de sa femme, mais que c'est son insécurité qui crée la crise. Donc déjà, apprendre le recul sur soi, un borderline, ça peut prendre vachement de temps. Et en plus, c'est que des fois, ils sont tellement à vif que faire les exercices émotionnels avec l'imagination et tout, ça va les flinguer direct et qu'ils vont se mettre un mois à se remettre d'une heure de séance. Et du coup, va falloir prendre vachement des pincettes et aller vraiment goutte par goutte pour arriver à les rendre moins impulsifs. Et en plus de devoir se dépatouiller de tout ça, il y a un truc très important dans la gestion des borderline, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient pour arriver à bosser ensemble. Étant donné que le borderline, il a un rapport à l'autre très étrange. Il n'y a pas de raison que le thérapeute y soit épargné. Donc il va falloir arriver à stabiliser le borderline dans le cabinet déjà, pour pas qu'il pique des crises dans le cabinet et qu'il pique des crises sur son thérapeute. En plus, le thérapeute, vu le contexte d'insécurité affective, il doit être vigilant à ce qu'il active pas trop le sentiment d'abandon. Donc si le thérapeute il a tendance à louper des rendez-vous ou les annuler au dernier moment, s'il change d'avis fréquemment, s'il dit qu'on peut l'appeler quand on veut mais qu'en fait il prend jamais le téléphone, ça va pas permettre au borderline d'évoluer correctement parce que ça va encore plus l'insécuriser. Un cadre bien défini par le thérapeute est donc très important. Bref, en fait, t'as plein d'emmerdes qui font que le traitement qui a l'air tout con n'est pas aussi simple que ça. Et si les chercheurs ils se donnent parfois 3 ans pour évaluer si un traitement marche chez les borderline, c'est parce que stabiliser la situation peut prendre vachement de temps. Voilà, tu en sais un peu plus sur les borderline et comment ils fonctionnent. Si tu es intéressé par le sujet, je te laisse dans la description la bibliographie qui te permettra d'aller plus loin. Je te répète aussi que si ce sujet a été traité, c'était parce que celui que les gens demandaient le plus, parce que j'ai créé un petit questionnaire où tu peux voter pour les sujets qui t'intéressent le plus, ce qui va influencer mes choix de sujets. En attendant les prochaines vidéos qui t'intéressent, tu peux aussi regarder celles qui concernent d'autres maladies mentales, comme la boulimie ou les TOC, sur la chaîne qui devrait s'afficher je sais pas où vers là. Bonne journée. Ce qui est bien quand t'es pas borderline, c'est qu'en fait tu peux ne pas te raser, ne pas te coiffer et tu sais très bien que les gens vont pas t'abandonner. C'est super pratique.